In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Il y a 2 semaines de cela, le 19 avril, donc mercredi 19 avril, est ressorti en salle, en version restaurée, digitalisée, comme on dit, grâce à Capricci, un film important, tout simplement, un film important. Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles, c'est un film réalisé par Chantal Akerman en 75-76. Il y a eu une grosse, comment dire, une espèce de publicité autour de ce film parce que en 2022, il a été élu meilleur film de tous les temps. C'est un classement décennal par la revue Sight and Sound et ça a créé aussi beaucoup de polémiques, mais c'est pas grave, le film est là, il existe et donc et il y a cette restauration et il y a aussi autre chose, c'est que en 2020, il y a ça. Voilà, je le montre bien comme ça. C'est un livre édité chez Yellow Now, dans la collection Côté Film. C'est Jeanne Dielman, 23 quai du commerce, etc., par Corinne Maury. Et vous connaissez Corinne Maury qui était déjà venue chez Microciné pour nous parler de Lave Diaz avec Olivier Zuchua. Et elle a accepté de revenir pour nous parler de ce film. Merci beaucoup. Comment allez-vous après 3 ans, après que vous ayez écrit 3 ans ce livre? Ça va bien, ça va très bien. Merci à vous. Alors, vous me disiez hors caméra le fait que c'est important de parler encore et toujours de ce film, mais aussi encore et toujours de l'autrice Chantal Akerman. Est-ce que vous sentez que progressivement, je vais être un peu provocateur, on commence un peu à oublier Chantal Akerman? Alors, je ne sais pas si on l'oublie, mais je pense qu'il est nécessaire, en tout cas, de faire connaître une œuvre qui est une œuvre importante dans une manière aussi de dire le monde, de le décrire et de le questionner. Et pour moi, c'est une cinéaste majeure dans les questions aussi politiques qu'elle porte et qu'elle pose. Et puis, dans le travail sur cette question aussi du réel et de la fiction. Jeanne Dielman, c'est à la fois un grand film documentaire et un grand film de fiction. Et le travail d'Akerman, c'est aussi de revenir en fait à ce qu'on ne veut pas regarder, c'est l'existence des hommes et leur quotidien. Et Jeanne Dielman est un film toujours d'une très grande actualité. Il a beau être fait dans les années 70, en 2023, à la fois par la position de la cinéaste, qui est une position aussi, je dirais, radicale, et je crois qu'il ne faut pas prendre le terme radical dans un rapport négatif, il faut prendre le terme de radicalité cinématographique dans une manière de vouloir approfondir les choses. D'ailleurs, il y avait une formule de Duras qui disait ce qui nous lie avec Akerman, c'est notre violence, notre façon de dire la violence du réel. Donc je crois que Jeanne Dielman, c'est aussi l'histoire d'une femme qui est enfermée chez elle, une femme au foyer, qui se prostitue pour vivre et qui est prise par, on va dire, une espèce de névrose. Et donc dans cette manière de vouloir tout ordonner, structurer, contrôler, on sent à la fois, on va dire, cette névrose qui se montre, et en même temps, on a un travail cinématographique extrêmement fort, puisque on va avoir un scénario gestuel et pas un scénario à histoire. Donc Akerman, elle est très jeune, hein, elle a à peine 25 ans. Il faut savoir qu'elle a écrit 2 scénarios. Donc moi, en fait, ce qui m'a intéressée, c'était de revenir aussi, parce que peut-être le rappeler aussi pour ceux qui nous écoutent, Akerman est aussi une écrivaine. C'était aussi un peu ça, les 2 rapports avec Duras. Hein. Duras, c'est l'écrivaine cinéaste et Akerman, c'est la cinéaste écrivaine. Donc, on a 2 livres importants, Une famille à Bruxelles et Ma mère rit. Et moi, je suis revenue un peu, je me suis dit, je voudrais aller à la rencontre de ce fameux scénario. Parce que je trouve que l'écriture d'Akerman, c'est aussi une manière d'écrire des phrases longues, donc de revenir à cette question aussi d'une durée, en fait, dans l'écriture. Et dans le travail du scénario, ce qui est très très beau, c'est cette manière de positionner la simplicité des gestes. Quand elle dit « j'ai écrit », chaque geste était écrit, effectivement, chaque geste était écrit. Mais la simplicité, c'est pas simplifier.
la simplicité, dans la simplicité, justement, il y a la profondeur d'un réel. Et c'est ce qu'elle va nous montrer, elle le dit d'ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de casser cette hiérarchie, en fait, des images, où le cinéma a longtemps, et continue d'ailleurs, hein, à vouloir montrer des choses un peu explosives, voilà, le baiser, le gros plan sur le baiser, le spectacle, une action spectaculaire. Donc elle revient à l'idée, finalement, ce qui l'intéresse, c'est la notion d'image sans effet, c'est-à-dire le banal, le plat. Donc comment filmer le plat et comment finalement donner une force, hein, une puissance à ce plat sans le positionner comme une espèce d'ordinaire trivial. C'est ça qui est intéressant. C'est que le travail du geste domestique ici va aussi contenir une qualité. Hein, et je dirais que le travail d'ailleurs de Delphine Seyrig dans l'interprétation n'y est pas pour rien. Hein, elle ne prend pas une anonyme, elle prend Delphine Seyrig qui n'est pas n'importe quelle actrice. Alors, cette question évidemment du geste domestique, moi ce que j'ai essayé d'analyser, c'est l'objectif aussi de cette collection qui est assez passionnante en soi, c'est qu'on prend un film et on va faire une analyse du film, une analyse évidemment esthétique et une analyse aussi politique. Alors, ce qui était intéressant dans le travail d'écriture de cette analyse, c'est de voir en fait comment Akerman va travailler cette question aussi spatiale. C'est une grande cinéaste de l'espace. Voilà. Donc, pourquoi voir et revoir Akerman? Parce que voir et revoir Akerman, c'est essayer de comprendre en fait comment on filme l'espace au cinéma. Et on ne le filme pas simplement comme un espèce d'habitat fonctionnel technique qui relèverait aussi du décor dans lequel quelqu'un traverse l'espace, mais qu'il l'habite. Habiter un espace, ça veut dire quoi concrètement? Sur un plan physique, sur un plan psychique, sur un plan quotidien. Ça veut dire évidemment y être ancré dans un rapport de rythme. Et le travail du film est très beau parce que justement, il donne à voir un rythme quotidien au cinéma. C'est pour ça qu'il y avait une belle phrase du critique Farber qui disait « Devant Jeanne Dellman, on est comme un juriste en fait devant un dossier ». Et finalement, il n'y a pas de suspect en soi, mais ce qui est suspecté, c'est le quotidien. Mais pour Jeanne Dielman, par rapport aussi à Chantal Akerman et son cinéma et son histoire aussi familiale, et est-ce que habiter un espace dans Jeanne Dielman, reproduire les mêmes gestes, est-ce qu'il y a aussi un rapport à la grande histoire? Est-ce que c'est travailler aussi la grande histoire? Alors, je pense qu'il y a évidemment cette question de la grande histoire, mais je crois qu'il faut... Cette grande histoire, pour moi, ce que j'ai dit dans d'autres entretiens, c'est qu'elle revient davantage se positionner dans des films documentaires comme Dust, comme Sud et comme De l'autre côté. Voilà. Où là, il y a clairement, on va dire, une relation très forte sur cette question d'une cruauté, d'une barbarie faite à l'étranger. Hein, voilà, à celui qu'on n'accepte pas. Le migrant, hein, dans le crime raciste dans le Sud. Je crois que dans Jeanne Dellman, l'histoire et la grande histoire, elle est liée évidemment par la transmission d'une ritualité juive perdue. Hein. Elle le dit d'ailleurs, hein, quand son grand-père est mort, il y a quelque chose du rituel qui s'est perdu. Et effectivement, ce sacré aussi, il n'est pas le sacré au sens d'une fonction aussi protocolaire, c'est le sacré aussi avec le côté affectif. Pour autant, dans Jeanne Dellman, on n'a pas d'affect. Hein. La caméra ne va pas chercher le gros plan. Il n'y a pas une caméra qui positionne une certaine empathie. Hein. C'est une caméra logeuse, comme je dis dans le livre, au sens où il s'agit bien de travailler cette question d'un espace, habiter un lieu. Alors, cette idée, évidemment, de l'histoire familiale, elle est très forte chez Akerman. D'abord, elle l'a dit et redit, et c'est pas parce qu'elle l'a dit et redit qu'il ne faut pas le dire, mais on voit très bien quand on travaille sur son œuvre que sa mère est au centre de son œuvre, et quand elle commence en 68 avec Saute ma ville et qu'elle finit avec No Home Movie, un No Home Movie, c'est évidemment revenir chez la mère, une mère qui est malade, et être avec elle dans la cuisine. Hein. Et cette pièce domestique, dans l'œuvre d'Akerman, elle est extrêmement présente, que ce soit la cuisine, que ce soit la chambre, elle en fait un court-métrage, Hôtel Monterie en 72, elle va filmer dans un hôtel, des gens qui sont aussi un peu plus marginalisés.
Donc cette question de filmer une pièce au cinéma, qu'est-ce que ça veut dire? Habiter cette pièce, et ben, une fois encore, c'est ne pas vouloir montrer qu'il y a une espèce d'atmosphère comme ça, un peu d'ambiance décorative, mais que dans la pièce, il se joue évidemment une relation à l'espace, une manière d'être à l'espace, et qu'on a chacun des manières d'être à l'espace. Et d'ailleurs, sur un plan plus ouvert anthropologique, on peut voir que des communautés, voilà, on a chacun une manière d'habiter. Hein, on n'habite pas de la même manière une maison en Afrique comme en France, et c'est pas une tautologie de le dire. Donc ça, c'est important, cette façon de revenir et de ressouder cette question du rythme quotidien. Et quand cette question d'une ritualité juive perdue, cette manière de montrer aussi le geste des femmes, des mères, des tantes, ça veut dire aussi rendre hommage aussi à ces femmes avec qui il y a eu aussi une transmission. C'est pour ça que moi je suis toujours un peu embêtée quand on dit le film est féministe. Je poserai la question, qu'est-ce qu'un film féministe ? Plutôt que répondre par l'affirmative, peut-être poser la question de, finalement, c'est quoi un film féministe? Parce que Jeanne Dielman, c'est un film qui est très ample. Pour moi, il touche plus à une question, on va dire, d'une esthétique politique. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que la question de la femme au foyer n'est pas questionnée. Bien sûr qu'elle est questionnée, avec ce que ça veut dire aussi de ce qui est pris aux conditions d'existence, qu'à un moment donné, on répète toujours une même action, et que cette action, elle peut aussi s'avérer à un moment donné fatigante, mortifère, et qu'elle nous prend aussi une énergie sur nos propres existences. Bon, d'ailleurs, dans les années 70, avec les mouvements féministes, avec les théories féministes, même Silvia Federici ira, je crois que c'est dans Point Zéro, Propagation de la Révolution, où elle demandera et elle fera un travail d'analyse en disant il faut qu'il y ait finalement un salaire ménager pour les femmes qui sont au foyer et qui produisent un travail. Ce travail est invisibilisé, ce travail il doit être reconnu. Mais je crois que Jeanne Dielman ouvre autre chose. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pose pas de questions féministes, mais je ne sais pas si c'est un film unilatéralement orienté sur la question d'un féminisme. C'est ce que j'essaie de dire modestement dans le livre. C'est que dire oui ou non, moi je suis toujours un peu une difficulté, parce que je ne sais pas si un film en fait peut être pris par une si lourde affirmation. Je pense que peut-être poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un film féministe? Et je pense qu'il y a le film, il est ample aussi dans la façon dont la création s'est faite. C'était aussi une création collective qu'avec des femmes. Il faut savoir que dans les années 70, il y a beaucoup plus de femmes, évidemment, qui sont ni devant la caméra en tant qu'actrices que derrière. Et souvent, d'ailleurs, les travaux qu'elles font sur le plan du cinéma, c'est script, secrétaire de production. On a peu de femmes directrices de photographie. Voilà. Aujourd'hui, ça évolue. Ça évolue encore, à mon avis, assez peu, mais ça évolue. Oui, assez peu. Mais assez peu, et ça, il faut... Donc, je crois que le film d'Ackerman, on en parlait avant l'émission, ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'il peut faire aussi un écho à des films et à des œuvres aussi extrêmement fortes, comme l'œuvre de Carole Rossopoulos, qui est une œuvre politique, militante, dont Delphine Seyrig, d'ailleurs, n'est pas évidemment n'importe quelle femme. Elle a été une grande féministe. Elle a réalisé avec Rossopoulos, Mazo et Miso Bontembato. Donc, en fait, il y a évidemment tout on va dire, un alentour d'un féminisme fort, que ça soit par cette création collective d'un groupe de femmes qui réalisent le film. Babette Mangold, la directrice de photographie, magnifique photographie de Babette Mangold, que ça soit Seyrig, qui, à côté, dans les années 75, réalise Miso et Mazo vont en bateau avec Carole Rossopoulos, Fiona Vieder. Bon, bref, du coup, on a évidemment ce féminisme extrêmement important. On a dans le film, bien sûr, cette question du geste domestique. Mais le geste domestique, il est aussi montré, comme vous dites tout à l'heure, dans cette question d'une transmission, d'une sacralité juive perdue. Il y a quelque chose, évidemment, qui dépasse ici la fonction symbolique, qui peut-être touche la question d'une invisibilisation, puisque c'est la première fois qu'on montre l'histoire d'une femme d'intérieur. Alors, effectivement, quand le film ressort, on voit qu'il y a encore certains journalistes qui se laissent aller à
à des critiques un peu faciles et paresseuses, hein, parce que justement, le film n'est pas là pour jouer quelque chose d'extraordinaire. Il est là pour revenir à la question, évidemment, du quotidien et le montrer. Et pour moi, il n'est pas non plus anti-réaliste. Il travaille la question du réel dans la fiction. Et il la travaille avec une force, évidemment, de concentration et de position. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire regarder? Regarder, ça veut dire peut-être plus qu'un temps de reconnaître une information. Et ce temps qui est donné plus que reconnaître une information, ça va donner quoi? Ça va donner une tension. Donc, la question de la durée chez Akerman, hein, dans la mise en scène, on pourrait dire, peut-être pour les auditeurs, qu'on retrouve chez elle souvent d'ailleurs la frontalité, la fixité, la durée. Et on a dans ces 3 moments comme ça de travail du plan et de travail évidemment de regard, puisque l'un ne va pas sans l'autre, cette question du temps. Et le temps évidemment devient un événement comme un événement parce qu'il inscrit une durée et que dans cette durée, il y a une tension qui va se positionner. Et c'est ça qui est important, c'est que regarder, c'est justement, pour Akerman, c'est toujours aller au-delà finalement d'une reconnaissance ou d'une qualification peut-être facilement objective d'une chose, mais de montrer en fait que cette chose, elle appartient peut-être à encore autre chose et que l'action domestique, c'est pas simplement reproduire un geste, c'est faire une position d'un geste avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une tension, ça veut dire un geste, une technique, une certaine grâce, et que dans cette répétition du quotidien, on a cette densité, cette complexité. C'est pour ça que le film est important et qu'il a fait aussi, évidemment, il a eu des échos chez d'autres cinéastes contemporains, parce qu'il va chercher la question du temps, et la question aussi de se regarder en face. Hein. Cette question aussi de regarder en face, Akerman a suivi les séminaires de Lévinas, et puis elle est dans cette question de qu'est-ce que ça veut dire, hein, cet affrontement, affronter le réel dans ce qu'il a aussi de plus complexe, de plus fort, et puis ce quotidien qui n'est pas à recouvrir, mais à découvrir. Hein. Alors ça, vous pouvez me dire, tiens, Blanchot, Perrac, il y a beaucoup d'écrivains et de philosophes aussi, ouais, qui l'ont analysé. Mais effectivement, le dire par les mots et le montrer par les images, on a autre chose. Hein. Et là, il y a quelque chose dans la valeur du plan qui se donne aussi comme une force. Tout à l'heure, je parlais d'une violence du réel. Il y a quelque chose qui est déstabilisant. Hein. Et cette déstabilisation, pour moi, qui est très, très belle dans le film, ça passe en fait... C'est un film qui est à la fois qui relève de l'ordre et à la fois qui relève du tremblement. C'est-à-dire qu'il y a ce couple, en fait, de la structure rangée, ordonnée. Hein, et à un moment donné, évidemment, il y a à la fin du 2e jour, il y a ce moment où, quand elle va faire la passe, elle fait comme à sa habitude, cuire les pommes de terre. Cette cuisson, évidemment, déborde, donc elles sont trop cuites, ces pommes de terre, et à partir de là, il y a un dérèglement qui se positionne. Comment elle montre le dérèglement? Elle le montre avec beaucoup, beaucoup de finesse, c'est-à-dire que petit à petit, c'est toute l'organisation du quotidien qui se dérègle parce que c'est son intériorité psychique qui se dérègle, elle. Et que là, on voit aussi, à travers le film, qui est un grand film aussi psychanalytique, quelque part, même si on ne veut pas en mettre... Il ne s'agit pas, et là aussi, de vouloir hiérarchiser, vous voyez, les rôles ou les disciplines. Je pense que le grand film... Enfin, pour moi, Gentleman est un grand film parce que, quelque part, le sujet est un peu introuvable. Même si on y parle du quotidien, le quotidien ouvre sur une constellation extrêmement importante. Qu'est-ce que c'est, finalement, que filmer l'inconscient au cinéma et un inconscient où à un moment donné il y a quelque chose qui casse, donc quand il y a une intériorité psychique où il y a rupture, qu'est-ce qui se positionne dans le corps? Il y a quelque chose qui se positionne où on a perdu un repère, donc quand ce repère est perdu, il y a quelque chose qui tremble, et dans ce tremblement, effectivement, on voit bien qu'on n'est plus capable de réguler, d'organiser, de contrôler. Et on voit en même temps que ce contrôle et cette surorganisation révèlent évidemment quelque chose d'une fragilité psychique. Parce que finalement, le quotidien, c'est aussi peut-être des fois laisser faire le désordre, laisser
faire justement quelque chose qu'on ne sécurise pas. Hein. Et on voit bien, d'ailleurs, il y a beaucoup de photographes qui ont filmé des cuisines en désordre. On voit bien que ce désordre, il participe aussi d'une manière d'être. C'est-à-dire que le désordre, il inscrit aussi notre rapport au quotidien et qu'il équilibre aussi notre rapport au quotidien. Or là, il n'y a pas de désordre. Et dans cette manière de vouloir tout contrôler et sécuriser, qui passe d'ailleurs par un très très beau travail sur les objets, c'est-à-dire que les objets là n'ont aucune fonction symbolique, mais ils sont évidemment des espèces de repères, et effectivement quand cette soupière à un moment donné est mal posée, hop, on voit bien que là aussi encore quelque chose se dérègle. Le travail du son est absolument formidable, on a peut-être dit trop rapidement et à tort que c'est un grand film silencieux. Or, Gentleman est un grand film sonore, hein. C'est même un atelier sonore du quotidien où on voit que chaque fois d'ailleurs, même si on se retrouve seul hein, et qu'on accomplit des tâches de travail, eh ben, on produit effectivement un son. Et ce son nous dit quelque chose de notre rapport au quotidien. Donc là, on a les claquements dès le départ du film, et des claquements évidemment des talons de Jeanne, où on a quelque chose aussi de très rythmé par ces talons, les lumières. Donc là aussi Akerman va une fois encore, elle ne va pas simuler, elle affronte on va dire cette question du réel, et c'est pour ça que contrairement à ce que certains ont dit, il n'y a pas pour moi une artificialité, il y a une façon peut-être d'aller chercher dans une certaine présence, hein, comment montrer une certaine présence finalement dans l'espace du plan, par ce travail à la fois d'un rythme sonore, par ce travail d'accomplir le geste et de ne pas le donner comme illustration, mais bien comme position. Hein. Et alors, la différence entre les deux, c'est que dans la position, il y a une temporalité qui va s'inscrire. Dans l'illustration, on retire la temporalité. Mais quand vous évoquiez vers la fin, c'est effectivement ce détail anodin qui va tout transformer. Il y a aussi ce moment un peu particulier où il y a comme ça de l'ordre du plaisir qui s'installe aussi dans, si on peut appeler ça plaisir, mais en tout cas il y a quelque chose qui change dans ce qu'elle fait en plus d'être une maman et d'être cet espace, de se prostituer. Il y a ce moment-là qui fait qu'il y a quelque chose qui Est-ce que c'est aussi pour Akerman une manière de montrer ce que la société a fini par formater, et quand quelque chose de totalement nouveau, de libre, vient s'intégrer, vient perturber un quotidien, ça peut donner aussi une manière totalement dérangeante de voir la vie, et parfois on la rejette. Et peut-être le film montre aussi ça. Je sais pas. Alors moi, je pense qu'il faut faire un peu attention parce qu'il y a quand même, on est quand même dans une situation là où il y a une prostitution. Moi, je voudrais revenir sur la question du dérèglement, comme vous dites. Dans cette question du dérèglement, dans le dérèglement, en fait, on perd quelque chose qu'on connaît. On perd en fait quelque chose où on a un point de sécurité. Et c'est ça qui est très fort dans le fait où elle a écrit tous ces gestes, c'est qu'elle nous montre en fait que cette espèce de logis de l'inconscient, hein, l'inconscient, et c'est ça où le travail d'Akerman est intéressant, parce que c'est aussi une grande cinéaste de la névrose, hein, et de l'introspection aussi. Hein. Donc il y a deux rapports, cette question du quotidien, et ce quotidien qui est finalement une force qui va s'agrafer comme ça à la psyché et la faire chavirer. Et dans ce chavirement, on a des moments qui deviennent petit à petit un suspense, en fait. C'est ça qui est très beau. C'est-à-dire que cette question du suspense ne passe pas par une image grandiloquente, un peu fanfaronne, un peu prévisible. Elle passe par des choses qui sont banales. Hein. Donc, le réveil qui sonne trop tôt, l'histoire du bouton du fils qu'on cherche, enfin, bon. Après, si on revient sur cette question de la jouissance, alors le terme... Oui, peut-être que le mot plaisir, c'était pas le mot approprié. C'est pas ce que je voulais dire. C'est ce plan où l'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de nouveau pour elle, et qui fait qu'il va se passer ce qui va lui
qui va avoir le geste final. Il y a un truc qui a changé. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais ça fait partie aussi de ce moment où il y a eu un dérèglement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'aime bien cette idée aussi comment Ackerman déconstruit ce qu'elle installe depuis le début, parce que c'est aussi et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, c'est un grand film parce qu'il y a de très très belles questions de cinéma qui y sont posées. Et je suis pas surpris de voir que, alors c'est rien, c'est basique, mais ça me fait plaisir de voir que ce film est élu meilleur film de la décennie. Pourquoi? Parce que je me dis que c'est un film, les questionnements de cinéma qui traversent ce film sont tellement importants et ont tellement une résonance avec ce que nous sommes devenus aujourd'hui que ça prouve que le film continue encore de trouver ces questions pertinentes aujourd'hui en 2022 avec tout ce que le cinéma a subi ou traversé comme évolution. C'est là où je veux en venir, c'est par rapport à la mise en scène en fait. Alors, si vous voulez revenir à la mise en scène, ce qui est intéressant dans le travail de mise en scène, puisqu'on en a parlé un peu au départ, c'est dans cette manière de positionner cette question d'un corps à l'espace, d'un corps féminin dans l'espace, et dans cette manière d'être à l'espace, c'est un espace quand même fermé, qui est un appartement. Alors, elle sort un petit peu de chez elle faire les courses, mais la plupart du temps, on est à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est les deux moments, en fait, où il y a un rapport extrêmement fort de quelque chose, évidemment, de structuré, d'ordonné, de contrôlé. Et dans le dérèglement, je ne sais pas si vous vous rappelez, effectivement, dans le 3e jour, à un moment donné, elle commence évidemment à se servir du café. On voit que dans cette manière de se servir du café, il y a quelque chose chez elle qui a lâché, en fait, comme s'il y a dans cette façon de lâcher quelque chose qu'on contenait, quelque chose se dit finalement d'une forme aussi de fragilité, de vulnérabilité. C'est ça aussi qui est très très beau, c'est comment cette vulnérabilité, elle va éclater de façon, on va dire, pas non plus explosive, mais peu à peu. Il y a un plan qui est très important, c'est la façon à un moment donné, elle a fait un petit ménage comme ça des histoires de poussière, elle s'assied, et c'est la première fois que la caméra est un peu plus proche de Delphine Seyrig. Et on a vraiment le sentiment que Jeanne se tient comme ça dans le rien. Donc c'est aussi ça le travail d'Ackerman, c'est cette manière en fait de nous montrer tous ces moments, contrôler, régler, lâcher, le rien, et tout d'un coup effectivement cette jouissance. Alors cette jouissance avec le dernier client qui fait qu'elle le tue pour aussi rattraper un ordre, je mettrai jouissance entre guillemets parce que c'est problématique aussi, ce que certains diront, et peut-être là aussi il faut aussi faire attention à pas toujours vouloir affirmer, mais peut-être davantage à questionner. Certains d'ailleurs ont parlé d'un viol. Moi, là-dessus, je ne suis pas allée sur cette question-là. Je suis plutôt, à un moment donné, effectivement, cette jouissance fait qu'elle tue parce qu'elle veut rattraper aussi quelque chose qu'elle avait perdu, c'est cet ordre. Mais le travail du film sur ces 3 jours, c'est de montrer, évidemment, on part d'un excès, c'est-à-dire quelque chose où il y a une démesure dans la façon de contrôler, et petit à petit, quand ça casse, il y a une démesure dans le dérèglement. Et dans cette manière de la démesure elle est montrée de façon très frontale, avec une temporalité. Et je crois que le film est important parce qu'il donne à la fois il donne une valeur à l'espace et il donne une valeur au geste. Et qu'au cinéma, souvent, l'espace, en fait, est simplement une surface d'accueil. Alors là, elle est autre chose. Elle est véritablement un espèce de repère d'existence qui n'est pas pareil. Et dans la question de la temporalité, là aussi, il y a qu'est-ce que fait la durée? Elle met à l'épreuve quelque chose. Elle met à l'épreuve le geste. Elle met à l'épreuve le regard qui montre ce geste aussi. C'est ça qui est important. Et mettre à l'épreuve quelque chose qui est vu comme un allant de soi, comme quelque chose de banal et sans effet, et tout d'un coup, sous nos yeux, se transforme comme une forme, une force, une puissance, une forme aussi de grâce, à la fois politique et en même temps quelque chose aussi qui épuise, puisqu'il y a bien cette idée finalement d'une force du geste et en même temps de son épuisement.
donc quelque chose d'un nœud à la fois contradictoire et en même temps noué ensemble. C'est ça aussi la force du film, c'est de ne pas prendre parti entre guillemets pour un thème contre l'autre, mais de montrer en fait que dans cette question du quotidien, il y a des forces aussi antinomiques qui se nouent. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais parfaitement, mais parfaitement. Je rappelle, hein, on parle d'un film qui date de 1976, mais le film vous pouvez encore le voir. Je crois qu'il n'y a qu'une seule copie, par contre, si je me trompe pas, je crois que c'est dans Paris et c'est distribué par Capricci. Ça a été restauré. C'est Jeanne Dielman. Il faut absolument aller le voir. C'est très important. Mais moi, j'aurais voulu savoir. En fait, vous avez un peu parlé de Chantal Akerman au début. J'aimerais bien qu'on termine sur Chantal Akerman aussi, c'est-à-dire que se passera-t-il ensuite, après qu'elle ait fait ce film? Comment sera son cinéma? Je crois que son cinéma, en tout cas, il y a un cinéma peut-être qu'on regarde un peu moins. Et pourtant, il faut pour moi le voir. Et donc, merci donc de me recevoir là, parce que je pense que c'est une œuvre importante. Son cinéma, Jeanne Dielman va vraiment planter, on va dire, le style d'Akerman. Le planter au sens, ça va être un repère aussi dans cette manière, une fois encore, d'aller filmer des espaces. Hein, quand elle va filmer de l'autre côté, là aussi, on revient sur l'espace de la frontière. Quand elle filme Sud, elle revient sur cette question de la route où James Byrd a été lynché par 3 suprématistes blancs. Quand elle va quand elle revient à Tel Aviv avec le film Là-bas, elle s'enferme dans un appartement. Et là aussi, cette question de l'espace. Donc, cette question de l'espace va être centrale après chez elle. Hein. C'est vraiment une grande cinéaste de l'espace et du temps. C'est-à-dire que pour montrer l'espace, évidemment, il faut positionner une temporalité. Et que dans cette question de l'espace, il y a des questions aussi de seuil. Hein. Et on le voit chez Akerman, quand vous disiez tout à l'heure la grande histoire et la petite histoire, la grande histoire, c'est de dire qu'il y a des espaces ouverts pour certains hommes et femmes, pour certains humains, et d'autres fermés. Et que chez Akerman, elle montre très bien toutes ces questions frontières d'espace, dans Sud, dans de l'autre côté, dans Là-bas. Et que Jeanne Dielman, d'une certaine façon, va faire éclore aussi un cinéma qui n'est pas pour moi simplement un cinéma intime, qui est radicalement un cinéma politique, au sens fort et beau du mot, c'est-à-dire regarder en fait ce qu'on fait à l'autre et le considérer comme une altérité plutôt que comme quelqu'un qu'on doit bannir. Et c'est ça, donc c'est aussi un grand cinéma éthique et politique. Voilà, moi c'est pour ça que je pourrais dire que je l'analyse et que je dirais même que je le défends dans mon travail analytique, parce qu'il pose des questions sociales, des questions sociales importantes sur la question éthique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire aussi vivre ensemble? Voilà. Et ça, c'est aussi des questions fortes chez Akerman. Donc, c'est pour ça que, effectivement, saluer Jeanne Dielman, c'est ouvrir l'œuvre de façon plus ample et saluer aussi cette œuvre. Je rappelle, Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles. C'est d'abord un film, celui de Chantal Akerman, que vous pouvez découvrir aujourd'hui depuis 2 semaines en version restaurée, grâce à nos amis de chez Capricci. Et c'est aussi, depuis 3 ans maintenant, un livre écrit par Corinne Maury dans la collection édité par Yellow Now dans la collection Côté Film, je le montre, voilà, c'est juste là. Et toutes les informations se trouvent dans le descriptif de cette vidéo. Un grand merci à vous, Corinne, d'avoir pris le temps de revenir sur un livre qui date d'il y a 3 ans. C'est pas si évident que ça et vous l'avez fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. À très vite. Merci. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.